le premier exercice, c'était principalement une application, je dirais, directe du... donc, on vous donne les nombres premiers P et Q. Ensuite, on a la clé secrète. Il faut déduire la clé de chiffrement, qui est la clé publique. La deuxième question, ça consiste à chiffrer un message, donc, qui est constitué d'une suite de chiffres. Et d'une manière réciproque, on a un message crypté et il s'agit de le déchiffrer. Ok, donc dans cette partie-là, donc la première question, l'idée est de pouvoir retrouver la clé publique. Alors, on sait que tel qu'on l'a signifié dans le cours, que la clé, il y a une relation entre la clé publique et la clé privée. Donc, du coup, pour pouvoir la chercher, il faut calculer au préalable phi de n. Phi de n, pour le calculer, c'est à partir de P et de Q. Donc, on sait que phi de n est égal à P-1 fois Q-1. Et à partir de là, on peut toujours calculer la clé publique, qui n'est autre que l'inverse de la clé privée. Alors, ça, c'est juste, il suffit d'utiliser l'algorithme d'Euclide étendu. Ça vous permettra de retrouver la clé publique à partir de la clé privée. Ensuite, pour pouvoir, je dirais, chiffrer un message, on sait que le chiffrement dit moderne par rapport relativement au chiffrement classique tel qu'on a déjà vu avec César, Affine et autres, le chiffrement se faisait sur la base des caractères. Et donc, il fallait coder les caractères et ensuite pouvoir chiffrer les caractères les uns à la suite des autres. Ce qui n'est pas le cas du chiffrement moderne. Le chiffrement moderne, on sait que l'information est disposée sous forme binaire. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir décomposer cette information binaire en blocs, ensuite chiffrer chaque bloc, donc d'une manière itérative, jusqu'à épuiser toute l'information. Alors, naturellement, la taille du bloc, elle doit être inférieure, c'est-à-dire en termes de valeur. Chaque bloc, sa valeur doit être inférieure au modulo n, parce que si elle est supérieure au modulo n, naturellement, il va y avoir un problème concernant l'opération inverse de déchiffrement. Et donc, c'est pour cette raison que quand on décompose le message, il faut le décomposer en blocs de telle sorte que chaque bloc soit inférieur à la valeur n. Ici, la valeur n, c'est 2537. Naturellement, pour pouvoir chiffrer, on est obligé de décomposer ça en blocs de 3 chiffres. Comme ça, on est sûr que chaque bloc, sa valeur est nettement inférieure à n. Ce qui est le cas. Donc, en faisant la décomposition, vous aurez plusieurs blocs, 4 blocs de 3 chiffres. Et l'idée, c'est quoi? C'est de chiffrer chaque bloc à part et ensuite concaténer les différents résultats, ce qui vous allez obtenir ce qu'on appelle le message chiffré. Alors, naturellement, dans la foulée, il faut savoir que le RSA est basé sur l'exponentiation modulaire. Et je suppose que vous avez déjà vu dans l'arithmétique modulaire l'exponentiation modulaire rapide. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, pour pouvoir réaliser les opérations, c'est d'écrire l'exposant sous forme de puissance de 2. Et donc, en faisant sa décomposition, il est facile de pouvoir calculer, parce que si on essaie de faire les calculs directement, c'est quasiment impossible. Et donc, il faut passer par cette étape qui consiste à faire le chiffrement en utilisant l'exponentiation rapide telle que vous l'avez déjà vu. Alors, donc, est déjà chiffré par des blocs de 4 chiffres. Donc, il suffit de décomposer votre message en bloc de 4 chiffres. Et, alors, concernant l'exercice 2, ça permet de montrer un autre aspect de l'algorithme RSA. On vous donne un module RSA qui est constitué du module n avec cette valeur, ainsi que la valeur de phi de n.
Alors, à partir de là, on peut facilement factoriser le n. Rappelez-vous, on avait dit que RSA, c'était un algorithme qui était basé sur, c'est-à-dire sa robustesse réside où? Elle réside dans le fait que RSA utilise le problème de factorisation, c'est-à-dire que la factorisation, elle est difficile, et c'est comme ça que RSA arrive à assurer, je dirais, sa robustesse. Alors, ici, on essaie de vous montrer cet aspect-là, c'est que, on verra par la suite, pour conclure et dire quelle est la conclusion qu'on doit tirer à partir de l'exercice, c'est que vous avez n et phi de n, automatiquement, vous pouvez factoriser votre module n d'une manière directe. L'idée, elle est toute simple. Quand vous allez voir je dirais, la conclusion. Et c'est quoi? C'est de pouvoir exprimer phi de n qui n'est autre que p-1 fois q-1. Et n, c'est quoi? Ce n'est autre que p fois q. Ça veut dire que là, vous avez les deux valeurs n et phi de n. Vous avez deux équations, deux inconnues. Donc, il suffit de remplacer. Ça vous permettra d'obtenir une équation du second degré. Donc, l'idée, c'est juste de remplacer p par q. Et vous allez avoir une seule équation qui est l'équation Q2 moins 76Q plus 1363 égale à 0. Ça, c'est une équation du second ordre et on sait tenir deux valeurs, Q1 et Q2. Alors, naturellement, la solution, c'est quoi? C'est les valeurs qui permettent de réaliser ça, c'est-à-dire le produit de Q1 fois Q2. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est juste que Q1, vous pouvez l'affecter à P, et Q2 l'affecter à Q. Donc, ça vous donne les valeurs possibles. Donc, on aura les deux couples possibles, soit P égale à 29 et Q 47, ou bien inversement. Donc, moralité ici, on voit qu'à travers N, qui est toujours public, et donc phi de N, il sait que phi de N, c'est quelque chose qui doit être secret, qui doit être gardé secret. Et donc ça, c'est la conclusion qu'on doit tirer à partir de là, c'est-à-dire quand on développe et on produit la clé publique et la clé privée, il y a des choses qu'il faut divulguer, telles que N par exemple, qui est public, le modulo, mais phi de N, vous n'avez pas à le rendre public, parce que dès que vous le rendez public, tout est et donc ça, c'était le but à travers cet exercice. Alors, dans l'exercice 3, il y a aussi quelque chose qui est visé à travers ça. Donc, je dirais la conclusion par la suite. Alors, ici, vous avez deux utilisateurs qui utilisent, bien entendu, utilisent le même modulo N. Et donc, si vous avez ces deux personnes qui envoient un message, le même message qui est chiffré et envoyé sur le réseau, Charlie, en général, dans la littérature, vous trouvez soit Charlie, soit Oscar, parfois même Eve, qui sont pris pour des méchants, et donc c'est des gens qui espionnent les autres. Donc ici, Charlie qui récupère deux chiffrés qui sont issus du même message. Donc vous regardez que c'est A. C'est le message qui a été chiffré par Alice, et c'est B qui est le message qui a été chiffré par Bob. Et donc, Charlie arrive à avoir cette information, c'est-à-dire CA et CB. Alors, ensuite, vous avez on vous montre qu'il y a deux valeurs qu'on pourra calculer. Alors, ici, X1, c'est l'inverse de EA modulo N. Et vous avez aussi X2 qui est l'inverse, qui est X1 fois EA. Alors, il y avait sur la série, il y avait... Alors, on vous dit, première question, comment Charlie peut calculer un mandat et CB, X1 et X2? Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, c'est une application directe une fois qu'on a trouvé l'astuce.
Alors, dans le corrigé, donc si vous avez deux nombres qui sont premiers entre eux, l'identité de Bézout nous assure que il existe x et y tel que XEA plus YEB est égal à 1. Alors, Charlie, justement, pourra utiliser cette information pour pouvoir y arriver et réaliser justement le déchiffrement de, ces textes. Attends, il y a des gens qui sont en attente. OK. Donc, ici, vous voyez que on peut écrire M comme étant M à la puissance XEA plus YEB. Puisqu'étant donné que, grâce à l'identité de Bézout, c'est XE plus XEA plus YEB est égal à 1. Donc ça, vous pouvez le remplacer comme étant un exposant, puisque sa valeur est égale à 1. C'est toujours valable. Et ensuite, vous savez que la somme des exposants n'est autre que le produit de ces deux valeurs. Et donc, ça permettra d'écrire M à la puissance XEA fois M à la puissance YEB, modulo N. Alors, M à la puissance XEA n'est autre que CA, c'est-à-dire le message chiffré envoyé par Alice. Et M à la puissance YEB n'est autre que CB à la puissance Y, qui n'est autre que le chiffré à la puissance Y. Alors, cette information-là qui est utilisée, vous avez X1 qu'on va calculer, il n'est autre que l'inverse de EA modulo EB. Et ensuite, on a une autre information, ce qu'on peut, à vrai dire, qui est déduite à partir de l'identité de Bézout. Donc, si vous voyez le Y qui existe dans l'identité de Bézout, si vous essayez de le calculer, donc ce que vous allez trouver, dans l'équation ici, ce qu'on a fait, on a inversé. Regardez, on a mis XE moins 1 sur EB. Ce qui permettra de dire que c'est ça, c'est moins Y. Alors, ce moins Y, je peux le mettre comme étant moins X2, c'est-à-dire c'est ce que je suis en train de chercher. Et pour pouvoir réaliser, je dirais, l'astuce qui sera mise par, je dirais, qui sera mis par Charlie, c'est d'écrire M est égal à CA à la puissance X1 fois CB à la puissance moins X2. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir réaliser le déchiffrement de ce produit qui n'est autre que le message M recherché. Alors ensuite, il suffit de juste d'appliquer le procédé. Ça vous permettra de pouvoir déduire le M. Alors, à travers cet exercice, le but qui était recherché, c'est quoi? C'est de vous dire, ça, je l'ai déjà dit en cours, et on va je dirais, le reprendre ici. On avait dit que pour RSA, il ne faudrait pas qu'il y ait deux ou plusieurs utilisateurs qui utilisent le même modulo N. Parce que s'il y a deux ou plusieurs utilisateurs qui utilisent le même modulo N, cela permet à quelqu'un qui intercepte les messages quand ils sont envoyés, le même message chiffré à plusieurs personnes, automatiquement, à la même personne, automatiquement, on peut toujours réaliser l'opération qui permet de pouvoir déduire le message en clair. Alors, on passera à la suite, c'est l'exercice 4, l'utilisation de RSA. On a vu qu'au niveau du RSA, il est vrai qu'on a montré un certain nombre de propriétés, on a parlé un peu de l'usage de la clé publique. Rappelez-vous, on avait dit que RSA, son procédé de calcul, c'est un procédé d'exponentiation modulaire. Et donc, pour des raisons d'efficacité, ce qu'on a fait,
on a dit, tiens, ça serait intéressant que je choisisse la clé publique, le E, de telle sorte à ne pas avoir beaucoup d'opérations. Rappelez-vous, on avait dit, on essaie de choisir un nombre qui est assez grand, donc les bits de poids fort qui sont à 1, et ensuite tous les autres bits qui doivent être à 0, mis à part le bit de poids faible pour assurer que automatiquement que E doit être impair. Et là, ça veut dire que E, on avait le choix. Sauf que quand on choisit le E, le D, on n'a pas le choix. Il est déduit automatiquement. Alors, on s'est dit, tiens, maintenant, le fait qu'on a pu améliorer les performances au niveau du mécanisme de chiffrement, il fallait trouver un moyen pour, je dirais, améliorer les performances au niveau du déchiffrement. Et ça, c'est un peu le but de cet exercice. C'est de montrer qu'on peut chiffrer et par la suite, on peut déchiffrer par, je dirais, de deux manières. Ça veut dire que là, vous avez un message M, donc qu'on doit retrouver à partir d'un chiffré. Ça veut dire qu'il faut faire l'opération de déchiffrement. Et là, vous avez la possibilité de faire cette opération de déchiffrement par deux procédés. Le premier procédé, c'est quoi? C'est le procédé direct, c'est-à-dire prendre le chiffret et donc l'élever à la puissance donc de la clé privée, et ça permettra de faire le déchiffrement. Autre manière de faire, c'est quoi? C'est de passer par l'algorithme de l'Est chinois. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Et donc, ici, ça va être l'application directe de ce procédé qui est le procédé du théorème de l'Est chinois. Alors, ce que vous avez les différents paramètres. N, ici, il est petit, on peut facilement le décomposer. Vous avez P et Q, vous pouvez trouver phi de N, ce qui vous permettra de trouver E. Et à partir de E, vous avez D, qui n'est autre que l'inverse par l'algorithme de Clude étendu. Et donc, automatiquement, on peut faire le procédé de déchiffrement direct. Donc ça, c'est ce qui est dit ici, là, par le procédé de déchiffrement qui se fait d'une manière directe. Et vous avez l'autre procédé. On va voir que ça permet d'améliorer les performances au niveau du calcul, parce que là, si vous faites les calculs, vous êtes obligé à chaque fois de faire un certain nombre de calculs. Alors, dans la foulée ici, vous avez un certain nombre de propriétés que vous pouvez utiliser. Donc ici, pour essayer déjà, dans la méthode directe, de pouvoir réduire un peu je dirais, les opérations. Donc, vous avez 133 à la puissance 103, modulo 143. Donc ici, souvent, l'idée, c'est quoi? Ça, c'est un peu le phénomène du modulo. Le modulo, ça permet de faire quoi? Souvent, ça permet d'absorber une valeur, c'est-à-dire de la rendre plus petite. Alors, automatiquement, dans ce procédé, 133, vous voyez que 133 n'est autre que moins 10 par rapport à 143. Et automatiquement, c'est de faire moins 10 à la puissance 103. Alors, moins 10 à la puissance 3, donc si vous faites le calcul, c'est 1000. 1000, ce n'est autre que moins 1, modulo 143. Et donc, moins 10 à la puissance 3, c'est 1 modulo 143. Alors, ensuite, il y a le 103. Il faut remarquer que 103, vous pouvez le décomposer en facteur. C'est 3 fois 34. Moins 10 à la puissance 103, vous pouvez l'écrire comme étant le moins 10 à la puissance 3 à la puissance 34, donc d'après la décomposition, fois moins 10 à la puissance 1. Donc, ça permettra de donner ce pouvoir en utilisant l'exponentiation directe. Alors, l'autre méthode, ça consiste à utiliser le théorème des restes chinois. Dans ce cas,
obligé de passer par les différentes étapes qu'on a déjà vues dans le cours. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez besoin de l'inverse de P modulo Q et de l'inverse de Q modulo P. Donc, ici, il est facile de voir que si P moins 5Q est égal à 1. Donc, vous pouvez faire les calculs et ça vous permettra automatiquement de voir. Ça, c'est l'identité de Bézout. Alors, naturellement, à partir de cette équation, vous déduisez directement que l'inverse de Q modulo P, c'est-à-dire vous prenez, ça c'est les propriétés des les différentes propriétés de l'arithmétique modulaire. Donc, une équation qui est égale, automatiquement, avec un modulo, elle restera toujours, l'égalité restera toujours vraie. Et donc là, quand vous prenez 6P moins 5Q est égal à 1, vous faites ça modulo 6, donc modulo P, automatiquement le 6P va disparaître, et automatiquement, vous déduisez que le moins 5, c'est l'inverse de Q modulo P. Et d'une manière symétrique, vous trouvez aussi que l'inverse de P, c'est 6. Alors, vous devez calculer les quantités qu'on a déjà définies dans le cours, UP et Q. Donc, UP, c'est quoi? C'est Q fois Q-1 modulo P, le tout modulo N. Et donc là, il suffit de remplacer, vous avez la valeur obtenue qui est 78. De l'autre côté, vous avez UQ qui doit être égal à P fois P-1 modulo Q, et donc ce qui vous permettra d'avoir la valeur 66. Ensuite, on a vu que le procédé permet de réduire aussi les exponentiations. Donc, au lieu de calculer à l'exponentiation avec l'exposant D, on va avoir des exposants plus réduits qui sont dp et dq. Et donc, dp, c'est quoi? Ce n'est autre que d modulo p-1, et dq, ce n'est autre que d modulo q-1. Et à partir de là, vous allez... À partir de là, vous avez la valeur que vous devez calculer, qui est xp. Ce n'est autre que c à la puissance dp, modulo p. Et vous allez calculer aussi l'autre quantité qui est xq. Ce n'est autre que c à la puissance dq modulo q. Et finalement, la valeur x, c'est quoi? Ce n'est autre que xp fois up plus xq fois uq. Et donc là, c'est l'ensemble des valeurs qu'on a retrouvées et ça permettra effectivement de retrouver la valeur 133. Donc, on avait deux procédés, qui est le procédé direct et le procédé par le théorème de l'Est chinois. Donc, moralité, le théorème de l'Est chinois, il est très utile, particulièrement quand il y a des puissances qui sont très élevées. Automatiquement, ça permet de réduire énormément les calculs, et ça, c'est le but de l'introduction du théorème de l'Est chinois pour réaliser le processus de déchiffrement de RSA. Ensuite, ici, l'exercice suivant, ça consiste à appliquer l'algorithme Elgamal. Alors, ce que vous avez les différentes valeurs. C'est, vous avez le modulo P, vous avez le générateur, A égale à 2, et vous avez la clé publique grand P qui est égale à 56. Première question, on vous dit de vérifier que S égale à 21 est la clé privée. Et pour la clé publique, P petit a et grand P. Et ensuite, de calculer le chiffrement d'un message M, et on nous dit pourquoi il n'est pas unique. Donc ça, c'était une reprise. Donc, pourquoi vous avez un chiffrement et pourquoi il n'est pas unique. Et ensuite, on vous dit de chiffrer. C'est-à-dire que chacun de vous peut chiffrer à sa manière et à sa guise. Donc, il peut chiffrer. Mais pour chiffrer, on avait dit dans l'algorithme, on est obligé à chaque fois de choisir un aléa, c'est-à-dire un nombre aléatoire, K.
pour pouvoir le chiffrer. Donc ici, dans mon cas, j'ai choisi k égale à 13. Vous pouvez choisir k est égal à 11, est égal à 9, etc., n'importe quelle autre valeur valide. Et à partir de là, vous pouvez réaliser votre chiffré. Et donc, ici, je prends la valeur A qui est égale à K qui est égale à 13 et ça me permettra de réaliser. Alors ici, il y a une petite erreur qui s'est glissée, il faudra que je la corrige après. Là, ici, ce n'est pas 21, mais c'est 2 à la puissance K modulo P. Et le deuxième, c'est quoi? C'est 56 à la puissance K. Alors, on trouvera par le procédé les deux éléments qu'on doit calculer. Donc, C1 qui n'est autre que A à la puissance K, c'est-à-dire le texte chiffré, c'est ça, qui est donné par les deux valeurs, C1, C2. C'est A à la puissance K, OK? Donc ici, ce qui veut dire 2 plus bas, il faut corriger, donc mettre 2 à la puissance K modulo P. Et ensuite, ici, ça vous permettra de réaliser le produit M fois A à la puissance K. Alors le A ici, c'est par rapport au cours. Ça, c'est ce que j'ai noté ici. Grand P, c'est parfois on le note aussi grand A. Donc, c'est juste des notations qu'il faut toujours prendre en considération. Et donc, ça vous permettra de pouvoir calculer les deux quantités C1 et C2. Alors, ensuite, pour déchiffrer, naturellement, c'est quoi? C'est il suffit de calculer les deux, je dirais, valeurs. Bon, là aussi, je me suis trompé aussi. C'est C1 à la puissance moins S, pas moins K. Donc, c'est C1 à la puissance S fois C2. Et donc, vous trouvez l'inverse de C1. Et ensuite, vous faites le calcul et le produit. Automatiquement, ça vous permettra de retrouver votre message en clair. Donc ça, c'est pour l'exercice d'El-Gamel. À retenir une chose, c'est qu'on l'avait dit dans le cours, que El-Gamel était un algorithme non déterministe. Et c'est ça ce qui explique que je n'ai pas donné le cas. Cela voudra dire qu'à vous de choisir le cas à chaque fois qu'il y a un chiffrement. Ça veut dire qu'il y a un cas à choisir. Et quand il est donné, il faut l'utiliser. Quand il n'est pas donné, vous devez le choisir vous-même et le préciser pour dire voici le cas que j'ai choisi pour pouvoir chiffrer mon message. Alors, donc, conclusion à retenir, El-Gamel, c'est un algorithme non déterministe. C'est-à-dire que pour un même message, je peux avoir plusieurs chiffrés différents. Pour l'exercice 6, vous avez le cryptosystème El-Gamel et là, vous avez un chiffré. En général, le chiffré, c'est toujours un couple de deux valeurs. Alors, supposez que Charlie peut obtenir le déchiffrement d'un texte chiffré, C', qui est différent de C. Montrez alors qu'il peut déchiffrer le C. Et donc là, ensuite, on a un cas particulier à utiliser pour pouvoir réaliser l'opération de chiffrement d'une manière implicite. Alors ici, l'idée, c'est de pouvoir exhiber un peu le chiffré pour pouvoir réaliser la chose. C'est un peu intuitif, ce n'est pas quelque chose qui est direct, qu'on peut retrouver directement. Donc si vous avez le chiffré qui est égal à AB, A c'est quoi? Ce n'est autre que G à la puissance K, et B c'est A à la puissance K fois N. Alors, s'il a un chiffré, lui, tel que c'est dit dans la question, ça veut dire tu as un chiffré que proprement dit. Alors, quel est l'intérêt de cette signature numérique? Alors, principalement, elle peut être utilisée pour l'identification.
En général, la signature, elle est toujours liée dans la vie réelle, la signature, elle est toujours liée à un individu, puisque ça porte son empreinte, donc ça permet de l'identifier. Ça permet aussi de l'authentifier dans un système. Quand il signe, ça veut dire que ça provient de tel individu. Et ça permet de refléter l'aspect de signature classique, parce qu'en général, quand vous signez un document, souvent, ce n'est pas dit, mais sémantiquement, cela voudra dire que vous êtes d'accord avec ce qui existe dans le document, vous vous engagez ce qu'il y a dans le document à le faire, etc., et à l'approuver, etc. Donc ça, c'est le mécanisme de signature en lui-même, tel qu'il est perçu dans la vie réelle. Alors, avant d'y arriver, on doit passer par une étape intermédiaire, c'est l'usage de ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Alors, une fonction de hachage, c'est quoi? C'est une fonction mathématique qui permet, à partir d'un message, d'avoir un message qui est plus réduit. Sur le schéma ici, vous voyez que j'ai mis une enveloppe qui est assez grande, passée par le mécanisme de la fonction de hachage, vous allez avoir une enveloppe qui est encore plus petite. Ça, c'est un peu l'esprit qui me permet de vous montrer quel est l'effet qui est réalisé par cette fonction de hachage. C'est-à-dire, en moralité, si je traduis ça d'une manière mathématique, ça veut dire que vous allez avoir, à partir d'un message d'une certaine longueur L, vous allez obtenir un nouveau message d'une certaine longueur N qui est nettement inférieure à L. Ça, c'est un peu l'esprit pour vous expliquer les choses d'une manière assez précise. Ah, tiens.